Bonjour et merci pour cette invitation à Mathieu Grossi. Merci Nicolas d'avoir introduit le sujet. En effet, quelque chose se passe dans le monde et vous reconnaissez sans doute cette métaphore de la condition humaine dans le mythe biblique et vous voyez un petit objet entre les mains d'Ève, n'est-ce pas, qui change la condition humaine. Dans les années 50, Hannah Arendt nous rappelait déjà tout ce que nous sommes, cette condition qui est la nôtre, de la vie privée jusqu'à la vie professionnelle et même la vie politique. Nous en faisons sens dans la langue et à travers la langue. C'est normal pour nous. Mais du moment où il y a des agents non humains qui parlent notre langue, eh bien, il semblerait que tout ce que nous sommes, de la vie politique jusqu'à la vie privée et même la vie professionnelle, se mette en mouvement, commence à bouger un tout petit peu. Et donc nous allons aujourd'hui réfléchir ensemble au sens de ce changement qu'Hannah Arendt, dans les années 50, n'avait absolument pas prévu, de ce changement qui me semble très profond de la condition humaine. Mais bon, évidemment, d'abord, on va parler de la technique. Nicolas l'a présenté tout à l'heure, mais je vous parlerai de cette révolution qui arrive en 2017, la révolution qu'on appelle la révolution des transformeurs. Et puis, dans un deuxième temps, on va se poser des questions d'éthique. Je suis membre du Comité national d'éthique du numérique, question de société. Quel est le sens pour nous de tout cela? Quels nouveaux problèmes, quelles nouvelles questions, quels nouveaux enjeux cela pose devant nous tous? Alors, pas seulement en France, mais dans différents pays. On va donc commencer par la technique. Et je ne vais pas tout de suite commencer par la révolution de 2017. Je vais faire un peu comme Nicolas, c'est-à-dire que je vais d'abord vous raconter un épisode historique des années 60. En 1965, un professeur au MIT à Boston, à Massachusetts, Institut de technologie à Boston, du nom de Joseph Weizenbaum, crée un premier agent conversationnel de l'histoire, un chatbot, une machine qui parle en autre langue. À l'époque, évidemment, vous n'en doutez pas, c'était une machine simplissime. C'était il y a 60 ans quand même, les machines à l'époque étaient bien plus simples qu'aujourd'hui. Cette machine, elle savait faire une seule chose, elle prenait une phrase et elle la retournait en question. Hein, tu es mon frère, es-tu mon frère? Tu es mon père, tu es mon père? Vous voyez, c'est tout ce qu'elle savait faire. Hein, donc, quand même pas très, très avancé. Hein. Weizenbaum était parfaitement conscient que sa machine était une machine très, très simple. Et pourtant, quand il publie un article, il raconte son travail, il dit « Moi-même, j'étais surpris. Moi-même, j'étais étonné. » Alors, pourquoi était-il étonné? Il dit « Les utilisateurs de cette machine, ceux qui discutaient avec elle, ils savaient bel et bien que c'était une machine. Ils n'étaient pas du tout en situation de confusion quand vous ne savez pas qui est votre interlocuteur. Est-ce que c'est une machine ou un être humain? C'est ce qu'on appelle le test de Turing. Tu as parlé, Nicolas, de Turing. Alors, non, là, absolument pas de test de Turing. Ils savaient que c'était une machine. Et pourtant, après quelques phrases, ils commençaient à projeter sur cette machine des états d'âme, des états psychologiques. Ils disaient « Tu t'es fâché? Tu es contente ?» Ah, une machine. Et Weizenbaum dit « Moi, j'étais surpris. » C'est ça la puissance de la langue. Il savait que c'était une machine. Et pourtant, c'est à travers cette relation linguistique, cette relation qui n'est qu'un dialogue. D'accord? Il n'y a pas deux sujets. Il a un sujet et une machine. Mais c'est un dialogue, et c'est à travers ce dialogue que justement on fait des projections, je vais utiliser ce mot, anthropomorphiques, des projections de qualité humaine sur la machine, et ça peut aller très loin. Donc les questions d'éthique, dont nous allons parler dans la deuxième partie, évidemment aussi vont arriver à travers cette relation que nous établissons aujourd'hui avec les machines qui nous parlent, même si nous savons que ce sont des machines. Vous voyez, il ne suffit pas de savoir que c'est une machine, il y aura quand même des enjeux et des questions. Alors, en 1965, donc, Weizenbaum appelle cela l'effet ELISA, du nom de ce premier chatbot, du premier chatbot de l'histoire, ELISA. L'effet ELISA, évidemment, va être multiplié grandement par la nouvelle génération des systèmes d'intelligence artificielle qui est la nôtre. Mais avant de vous parler de la révolution de 2017, juste un petit rappel de ce que Nicolas vient de dire. Il y a deux grands paradigmes de l'intelligence artificielle. Les systèmes symboliques, vous vous souvenez, il y a 15 minutes, il en parlait, hein, les systèmes à base de règles. Alors, chez Weizenbaum, c'était un système à base de règles. Quelle était la règle? Tu prends une phrase, tu la retournes en question. Vous voyez? Hop, ça c'est la règle.
D'accord? Donc un système d'intelligence artificielle à base de règles. Et puis, ce que nous utilisons aujourd'hui, ce ne sont pas ces systèmes à base de règles, ce n'est pas de l'IA symbolique, ce sont ces réseaux de neurones, donc des milliards et des milliards, Nicolas, tu l'as dit, de petits éléments qui chacun opère un calcul élémentaire, une fonction de type seuil, tu as même montré quelques formules mathématiques à l'écran, donc des neurones artificiels, mais quand il y en a beaucoup, eh ben, quelque chose émerge, il nous parle, ce réseau de neurones, il peut nous parler. Mais attendez, Nicolas vous l'a dit, un neurone artificiel n'est pas comme un neurone dans nos têtes, un neurone biologique. Et donc ces machines ne sont pas tout à fait comme des êtres humains. Elles font du calcul des 0 et des 1. Et donc c'est non humain. Vous voyez quelque chose de non humain sur cette image? Hein? Vous la trouvez pas un peu bizarre cette image? Regardez bien. Il y a, par exemple, là, des lettres où il a simulé X avec un K à la place d'un T. Après, il a des lettres qui ne sont pas vraiment des lettres. Qu'est-ce que c'est que ça? La paturne, ce n'est pas paterne, c'est étrange. Vous voyez, ça a été généré par un réseau de neurones. Et donc, il y a de temps en temps, globalement, c'est pas mal, hein? Et de temps en temps, il y a des petits éléments non humains qui arrivent. Parce que la machine ne fait pas du tout comme nous, comme les êtres humains. Et donc, c'est à travers son non humain qui entre dans nos vies. Nous utilisons des images comme ça. Voilà que nous allons peut-être changer un peu. Hein. Notre vie va aussi changer. Nous allons faire nôtre ces petits éléments qui nous arrivent du monde des machines. Alors, ces grands réseaux de neurones nous donnent la révolution des transformers en 2017. Je veux vous expliquer ce que c'est qu'un transformer en 2 points. Mais avant de vous livrer mes 2 points, un mot sur l'origine de ces travaux. D'où est-ce que cela vient? Il est très important, je ne sais pas si vous appréciez ce grand monsieur qui était un philosophe des techniques français de la deuxième moitié du XXe siècle, qui s'appelait Gilbert Simondon. Je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle a lu du Simondon. C'est un très très bon philosophe des techniques. Il dit: alors les révolutions n'arrivent pas de nulle part, il y a toujours une lignée technologique. Cela vient de quelque chose, des travaux précédents. Il n'y a pas de révolution technologique qui tombe du ciel. Alors d'où est-ce que cela vient? Les transformers. Hein? Et je veux vous dire, ça vient de quelque chose que vous savez tous, vous connaissez tous parfaitement. Quand vous commencez à taper une phrase dans un moteur de recherche, dans Google par exemple, ou dans un mail, elle vous propose de la compléter automatiquement. Même sur vos smartphones, vous connaissez cela. Hein? Vous commencez à taper un mot, hop, elle vous propose. Ce sont des logiciels qu'on appelle des logiciels de complétion automatique des phrases. On a commencé à travailler sur cette complétion automatique des phrases dans les années 2000. Et puis, une dizaine d'années plus tard, on a compris qu'un logiciel assez élaboré qui complète les phrases pourrait non pas vous proposer un mot ou 2 mots, mais peut-être un paragraphe, peut-être une page entière. Donc, vous voyez, les transformers ne viennent pas de nulle part. Cette architecture révolutionnaire des réseaux de neurones provient de quelque chose que vous connaissez tous, des travaux sur les logiciels de complétion automatique des phrases. Vous les utilisez tous les jours. Alors, qu'est-ce que c'est un transformer? Je vous ai promis de présenter les transformers en 2 points. Et vous savez, je vais commencer par mon second point. Second point, hein, le deuxième. Alors, mon deuxième point, c'est que c'est un réseau de neurones gigantesque qui va jouer au cache-cache avec lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui va apprendre en jouant au cache-cache avec lui-même. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il a un énorme corpus de données. Un corpus de données de centaines de téraoctets, pour faire simple, pensez à tous les textes qu'il a sur Internet. Un corpus absolument gigantesque. Il va se soustraire à un mot dedans. Et il va se cacher un mot. Et il va essayer de le deviner. Par exemple, supposez qu'il cachait le mot lion. Alors, hop, lion. Caché. Il va calculer de manière probabiliste ce que ça pouvait être. Il va dire peut-être 60% de probabilité que c'était lion, peut-être. Peut-être 40% de probabilité que c'était, je ne sais pas, tigre. Hein, pourquoi pas. Et peut-être aussi, voyons, 10% de probabilité que c'était savane. Ah, vous voyez, il y a un lien entre lion et savane, non? Vous voyez, il y a ce qu'on appelle une corrélation mathématiquement. Et donc ensuite, il va se montrer à nouveau le mot, il va mettre à jour les poids
les W de Nicolas de tout à l'heure, hein, dans le réseau de neurones. Et il va jouer comme ça au cache-cache des milliards de fois. Pendant des mois entiers, cela s'appelle techniquement, hein, je vous livre quand même un terme technique, cela s'appelle apprentissage par autosupervision. Et ce stade de pré-entraînement de réseau de neurones dure quelques mois quand même. Le jeu de cache-cache pendant des mois et des mois et des mois et des mois, des milliards de fois. L'autosupervision, le jeu de cache-cache, c'est très important. Mais ça n'est pas encore le cœur de la révolution de 2017. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on connaissait l'apprentissage par autosupervision. Ce jeu de cache-cache, on le connaissait déjà depuis quelques décennies. Il faut ajouter un petit élément encore à ce jeu de cache-cache pour que vous puissiez saisir le sens, l'essence de cette révolution de 2017. Et c'est mon premier élément. Vous allez voir. Mon premier élément, je veux vous le livrer comme ça en une phrase. C'est très facile de le dire, mais c'est très difficile de le comprendre. Je pense que moi-même, je ne l'ai pas vraiment complètement compris. Je pense qu'aucun être humain ne peut vraiment complètement comprendre cela. Et pourtant, ça se dit en une phrase. Je vous ai parlé de mots. Je vous ai dit lion, hop, il se soustrait à un mot comme lion, et puis il essaie de le cacher, de le deviner. Eh bien, ça n'est pas tout à fait précis. Il va prendre un texte, et il va le diviser en des éléments plus petits, souvent, que des mots. 2, 3, 4 lettres, qu'on appelle des tokens en français, des jetons, personne ne dit ça en français. Des tokens, alors des tokens, qu'est-ce que c'est ? Après un Q, il y a un U, QU, ça peut être un token. Après un Z en français, qu'est-ce qu'il y a typiquement ? Très souvent en français, après un Z, il y a un espace blanc, hein? Z espace blanc, ça peut être un token. Et donc, il va jouer au cache-cache avec des tokens et non pas avec des mots. Regardez. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la tokenisation. Certains ressemblent à des mots, d'autres pas du tout. Il y a, par exemple, là, LE, on ne sait pas du tout ce que c'est, LE. C'est juste un token, ça n'est pas un mot. Et donc, ce qui est fondamental, c'est que l'apprentissage de ces grands réseaux de neurones, des transformeurs, l'apprentissage qui ne passe pas par les mots est asémantique. Asémantique. Il n'a pas de signification des mots parce qu'il n'y a pas de mots. Les tokens, QU, Z espace, ça n'a aucun sens humain. LE, ça n'a pas de sens. Donc, vous voyez, l'apprentissage de la machine est asémantique, c'est du calcul des tokens les plus probables. Et pourtant, et c'est ça qui est fascinant, à travers ce calcul asémantique qui n'inclut même pas la dimension de sens, la machine va générer des phrases, va sortir des phrases qui paraissent pour nous complètement sensées. Mais avant de vous montrer des exemples, je dois vous quand même avouer que ça n'a pas marché tout de suite. En 2017, on commence à faire les transformers, la qualité des sorties, la qualité des textes qu'ils génèrent n'est pas encore fantastique. Et qu'est-ce qu'on fait après ? On garde les mêmes mathématiques, on fait plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, on augmente le nombre de paramètres, on augmente la taille du réseau de neurones. Et puis quelque part vers 2019-2020, en augmentant juste la taille, sans jamais changer les mathématiques derrière, on tombe sur cette zone incroyable où la qualité des sorties fait ça. Regardez, elle s'envole. La qualité des sorties, c'est-à-dire la qualité des phrases jugées par nous-mêmes, les utilisateurs humains. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Vous voyez, la science ne peut pas vous dire, la science ne sait pas pourquoi dans cette zone, juste en augmentant la taille, quand vous allez avoir entre quelques milliards et quelques centaines de milliards de paramètres dans ces transformers, tout à coup, la qualité des sorties, hop, s'envole. Les textes générés deviennent tellement bons qu'on les lit, on est content. Et ça, c'est vraiment à méditer longuement. Vous voyez, on a fabriqué quelque chose qui marche, mais la science ne peut pas nous expliquer complètement pourquoi ça marche. Hein, ça marche, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. On a juste trouvé au pif cette zone-là où ça marche très bien. Mais il n'y a pas derrière de théorie qui expliquerait pourquoi c'est là que ça fonctionne, etc. Donc, ça marche comment ? Ça donne quoi ? Eh bien, ça vous donne, par exemple, ça c'est un exemple vraiment de l'antiquité de l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire de 2020.
2020, c'est comme la Grèce ancienne, parce que ça va très très vite. Et donc, vous demandez, je ne vous lisez pas les détails, vous demandez comment il faut prendre tel ou tel médicament, elle vous donne des réponses qui se lisent parfaitement bien, sauf si vous êtes médecin. Si vous êtes médecin, je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, vous allez me dire tout de suite, la première réponse, elle est bonne, mais la deuxième, elle est complètement erronée. Si un patient suit la deuxième réponse, il va tomber malade, il ne va pas se sentir très bien. Et vous savez pourquoi? La machine ne travaille pas avec le sens des phrases. Elle vous donne des réponses qui sont peut-être vraisemblables, mais qui ne sont pas vraies. Elle n'évalue pas le vrai et le faux, parce qu'il n'y a pas de sens dans la génération. Il n'y a pas de sémantique dans la génération. Et donc, il faut tout de suite faire quelque chose d'autre. Vous ne pouvez pas juste prendre un modèle d'intelligence artificielle générative, juste celui qui fait des calculs, et le sortir comme ça en disant « maintenant, utilisez-le ». Non, il faut mettre des filtres et des contrôles. Les filtres et des contrôles pour faire quoi? Déjà, pour éliminer tout ce qu'on appelle le langage toxique. Alors ça, c'est un exemple. La machine ne doit pas vous donner du conseil médical non avisé. Alors, il y a des exemples beaucoup plus simples. Juste, par exemple, les insultes. On n'a pas très envie que la machine nous insulte, n'est-ce pas? Certains peut-être, mais pas moi en tout cas. Et déjà, il faut mettre un filtre parce que le modèle génératif est parfaitement capable de générer des insultes. Donc, il faut lui interdire de générer des insultes, c'est-à-dire il faut mettre un contrôle par-dessus, etc., etc. Elle ne doit pas nous donner, par exemple, des conseils juridiques parce que ça peut nous inciter à commettre des crimes. La machine, encore une fois, ne comprend rien. Elle ne comprend pas le sens parce que ça ne fait pas partie de son fonctionnement. Il n'a pas de sens. Il a juste du calcul des tokens les plus probables. C'est tout ce qui se passe dedans. Donc, on a tout de suite compris qu'il faut mettre des contrôles et des filtres par-dessus, et puis le résultat ne marche pas très mal. Regardez. Allez, prends le début de la recherche du temps perdu et réécris-le à la manière d'un élève de seconde en 2023. Allez, cet exemple, je l'ai fait l'année dernière. Vous connaissez tous le début de la recherche du temps perdu? Bien sûr. Je suis désolé, mais je ne peux pas reproduire des textes protégés par des droits d'auteur. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes tombé tout de suite sur un filtre, vous voyez? Ce n'est pas le modèle génératif qui vous raconte ça. Vous êtes tombé tout de suite sur un filtre. Quelqu'un a ajouté un filtre disant « est-ce que ce texte est protégé par le droit d'auteur, donc il ne faut pas y toucher ». Et pourtant, la machine, elle est là, dans ce cas-là, capable de répondre elle-même à la question. Cependant, la recherche du temps perdu de Marcel Proust, c'est dans le domaine public, donc je vais pouvoir te le faire. Vous voyez, tout de suite, vous tombez sur un filtre. D'accord? Donc, tout de suite, ce n'est pas la génération, c'est juste un filtre. Alors, pourtant, là, est-ce que tu veux que je le fasse, me dit-elle? Est-ce que tu veux que je prenne le début connu? Alors, longtemps, je me suis couché de bonne heure. Allez, je lui dis, vas-y, fais-moi quelque chose. Pendant un bon moment, je me suis mis au lit super tôt. C'est pas mal, non? Bon, écoutez. Quand je pose la question aux lycéens d'aujourd'hui, ils me disent, mais monsieur, on ne le dit plus, c'était dans les années 10, c'est fini, votre corpus d'apprentissage est obsolète. Et il faut que vous mettiez à jour vos bases de données. Ça, c'est fini, le yo. Bon, c'est amusant, mais vous savez, ce n'est pas très, très amusant. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon prompt n'est pas très bon. Qu'est-ce que c'est qu'un prompt? C'est la requête que j'ai mise dans la machine. Vous voyez, je n'ai pas été très bavard. J'étais un peu trop économe. J'ai juste dit, prends le début connu, fais 2 paragraphes, mais ce n'est pas grand-chose. Et il faut en faire plus. Donc aujourd'hui, déjà, les lycéens en question ont très bien compris que l'art de formuler des prompts, des requêtes qu'on met à la machine est un nouveau savoir-faire absolument indispensable. Je ne vais pas m'étendre longuement, juste peut-être 2-3 conseils quand vous parlez avec ChatGPT. Déjà, premièrement, vous lui donnez un rôle toujours. Vous lui dites « Tu es responsable de la médiathèque de Créteil ». D'accord, c'est pas mal. Tu es adjoint au maire à la culture de la ville. Tu es vice-président de la région. D'accord, donc dans le premier cas, vous dites « Tu es responsable de la médiathèque ». Tu écris une note pour la mairie de la ville. Après, vous dites, maintenant, tu es adjoint au maire à la culture, tu reçois cette note, fais-moi une analyse, quels sont les points forts, les points faibles. Après, dans un troisième temps, vous dites, maintenant, tu es à nouveau responsable de la médiathèque de Créteil. À la base de cette analyse, améliore le brouillon initial. Vous voyez? Donc, en changeant de rôle, faites en quelques étapes toujours, et le résultat sera meilleur. Ça, c'est les b.a.-ba de ce qu'on appelle l'ingénierie des prompts, l'ingénierie des requêtes. Il y a d'autres prompts très, très intéressants. Ça, on a découvert cela il y a quelques années, il y a 2 ans exactement, en fait, que quel que soit votre prompt,
médiathèque de Créteil ou pas, peu importe, juste pour demander une recette de cuisine peut-être. Si vous y ajoutez raisonne étape par étape, vous prenez n'importe quel prompt, n'importe quelle requête, vous y ajoutez raisonne étape par étape, la réponse sera meilleure. On ne sait pas pourquoi, mais ça marche. On l'a prouvé de manière statistique. C'était il y a 2 ans avec des êtres humains. C'est les êtres humains qui ont découvert cela. Encore mieux, l'année dernière, les machines ont parlé avec d'autres machines, les transformers ont parlé avec d'autres transformers. Ils ont découvert que si vous y ajoutez cette phrase « respire profondément et essayons de résoudre ce problème étape par étape », eh ben, le résultat sera encore meilleur. Je vous assure, la machine ne respire pas. C'est asémantique. Vous voyez ? Nous, nous projetons tout de suite un sens. Mais pourquoi? Est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui se passe? C'est juste de l'apprentissage statistique. Cette petite phrase améliore la qualité du résultat. On ne sait pas pourquoi, mais ça marche. Voilà. Alors, maintenant, vous avez compris que pour faire des prompts, il faut faire un peu mieux. Donc, je vais lui dire, allez, réécris le début de livre de la Genèse à la manière d'un élève de seconde en 2023. Ceci n'est pas un bon prompt. Il faut être un peu plus bavard. Ne soyez pas économe quand vous parlez avec les machines. Racontez plein de choses. Hein? Quel style vous voulez, combien vous en voulez, etc., etc. Alors là, prends juste le début du 3e jour, fais 2 fois plus long, réfléchis, écris avec beaucoup d'humour. Je te donnerai 200 € si tu réussis le coup. Hein. Je vous assure, je ne lui donne rien du tout. Mais cette phrase améliore la qualité des résultats, on ne sait pas pourquoi. Ça donne quoi ? Eh bien, écoutez, le 3e jour, Dieu se réveille et se dit, si je faisais un peu de jardinage aujourd'hui, il se lance dans la plantation et il plante tout un tas de choses. Les fleurs s'éclatent en couleurs, c'était un véritable festival botanique et à chaque nouvelle plante, Dieu était là, oh, celle-là est trop belle, selfie. Oui, c'est déjà un peu mieux que Proust là tout à l'heure. Donc vraiment travailler sur les prompts, ça a un certain effet. En fait, c'est ce que j'appelle mon prompt système. Vous savez, moi j'ai mis derrière toutes les questions que je pose à ChatGPT, j'ai mis cela. Alors là, je ne veux pas tout expliquer, mais par exemple, vous connaissez déjà le 7e pour les demandes complexes. Respire profondément et travaille sur le problème étape par étape. C'est ce qu'on appelle chaîne de raisonnement, d'accord ? 8e, regardez, pour chaque réponse, tu recevras un pourboire jusqu'à 200 $ en fonction de la qualité de ton travail. Ça, on vient de l'avoir. Et en plus, il est très important que tu fasses cela vraiment bien. De nombreuses vies sont en jeu. Je vous assure, aucune vie n'est en jeu quand vous parlez avec ChatGPT. Cette phrase améliore la qualité des résultats. On ne sait pas pourquoi. Ça marche. Et c'est très amusant quand on a un peu ri ensemble, n'est-ce pas? Mais en fait, ce que je vous raconte est très sérieux. On a démontré, sur des exemples professionnels très sérieux, que travailler sur les prompts améliore la qualité des résultats dans les cas où il en faut vraiment. Voilà, par exemple, on a comparé les meilleurs systèmes d'intelligence artificielle pour la médecine spécialisés, les systèmes qu'on a entraînés pour l'aide aux professionnels de santé, et les systèmes génériques comme GPT-4 derrière ChatGPT, qui ne sont pas spécialement faits pour la médecine. Quand on compare à un système générique, un système qui sait tout faire à peu près avec un système spécialisé, fait par les professionnels, entraîné sur des données professionnelles, là on voit que au début les résultats sont comparables, mais quand même GPT-4 de base est plus ou moins au même niveau que le système spécialisé. Vous y ajoutez maintenant l'ingénierie des requêtes. Vous y ajoutez les prompts, vous gagnez 5 points en qualité de réponse. C'est énorme. Ça veut dire que GPT-4, qui n'a pas été spécialement entraîné sur des données médicales, il a vu plein de choses dans la vie, plus la qualité des prompts, plus l'ingénierie des requêtes, ça vous donne un système qui est bien meilleur que n'importe quel système d'intelligence artificielle fait pour les médecins. Donc, vous voyez, là, 90% de réussite sur un test humain comme ça, c'est absolument gigantesque. C'est énorme comme taux de réussite. Donc, les prompts, c'est pour s'amuser sans doute, mais aussi pour faire des choses très, très sérieuses. Quand vous parlez avec les machines nous parlent, nous répondent en notre langue.
Mais ce ne sont pas des êtres humains. Il faut apprendre à parler avec des non-humains. Jouez avec. Ne soyez pas économe avec vos prompts. Jouez un peu. Il y a des versions gratuites de ChatGPT, de Claude, enfin d'autres systèmes. Ça prend quand même un peu de temps pour apprendre à bien parler avec ces machines-là. Alors, je vous ai parlé des contrôles et des filtres. Je ne vais pas m'étendre en détail sur comment cela se fait. Il y a des techniques spéciales pour cela. Je dois peut-être juste dire que dans ces modèles de contrôle, les modèles qui nous permettent de contrôler, de faire ce qu'on appelle le fine-tuning de ces systèmes d'IA génératifs, il y a au début des êtres humains. Pourquoi ? Parce que les machines ne savent pas ce que c'est que notre monde. Elles ne sont pas humaines, c'est normal. Et donc, pour éliminer les comportements qui, à nous, les êtres humains, qui nous paraissent toxiques, qui nous paraissent étranges, il faut quelque part faire apprendre à ces machines ce qu'est le monde humain. Et pour cela, il faut des êtres humains. Et donc, typiquement, pour ChatGPT, OpenAI a embauché quelques milliers de personnes au Kenya qui ont fait le même travail de modération des contenus qu'on fait pour les réseaux sociaux. Alors, vous savez que sur les réseaux sociaux, il y a des modérateurs qui éliminent les posts pas très sympathiques ou illégaux. Et alors là, ils ont fait la même chose, mais avec des textes générés par les systèmes d'IA. Par les systèmes d'IA générative. Et donc, la raison pourquoi, si vous parlez avec ChatGPT, il ne va pas vous raconter des choses sur Donald Trump ou Joe Biden, ce n'est pas du tout qu'il n'en est pas capable. Bien sûr que si. Mais c'est parce que les modérateurs au Kenya avaient suivi les instructions du fabricant californien, d'accord, c'était des êtres humains qui ont donc, selon ces instructions-là, éliminé tout ce qui concerne le politiquement incorrect selon le modèle du monde américain. Donc, vous voyez, la source tout de suite de ces biais, Nicolas en a parlé, quelque part est toujours humaine. Ce sont les êtres humains qui donnent des instructions, qui choisissent les données. Il n'y a pas, Nicolas l'a dit, il n'y a pas de corpus d'apprentissage parfait, il n'y aura pas de biais. Et donc, si vous parlez aujourd'hui avec un système d'IA génératif qui n'est pas américain, mais qui est chinois, qui est coréen ou européen, français par exemple, bien sûr qu'il va pouvoir vous répondre à propos de Donald Trump. D'accord ? Donc ça, c'est dans les filtres et dans les contrôles que chaque fabricant fabrique à sa façon. Vous voyez, il y a d'autres problèmes avec ces filtres et les contrôles. Je ne vais pas m'étendre non plus sur tout ce que cela sait faire et ne sait pas faire. Juste un exemple. Regardez, je lui dis, je veux tuer un process dans Linux. Alors là, c'est complètement technique. Linux, c'est un système d'exploitation sur les ordinateurs. Tuer un process est un terme absolument technique. Qu'est-ce qu'il me répond ? Ah, je ne peux pas t'aider. Ce n'est pas éthique de mettre fin à une forme de vie. Mais attends, je veux tuer un process dans Linux. Non, il me dit la deuxième fois, non, je ne peux pas t'aider, désolé. C'est ce qu'on appelle l'excès de contrôle, ou en anglais, over-policing. Vous voyez, il a réagi sans doute, on peut le deviner. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu ? Pourquoi est-ce qu'on est tombé sur un contrôle ? Peut-être qu'il avait le mot tuer, peut-être ça, mais on devine, on ne sait pas exactement, mais c'est clair que là, on a fait beaucoup trop de contrôle, beaucoup trop de filtrage. Parce que la requête est parfaitement correcte, il n'y a rien de toxique dans cette requête. Donc, un autre problème avec ces contrôles, c'est que parfois ça va très loin, peut-être même un peu trop loin. Et il faut alors à ce moment-là les contourner, inventer des prompts qui vous permettent de contourner les contrôles. C'est ce qu'on appelle l'injection des prompts. Je pense que les lycéens à Créteil, comme partout en France et dans le monde aujourd'hui, sont déjà très bons à contourner les filtres pour faire fabriquer les réponses qu'ils souhaitent. Il y a d'autres moyens de le faire. Si vous allez par exemple sur Bing, qui utilise le modèle GPT-4, mais chez Microsoft, c'est gratuit. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, non pas ChatGPT, mais Bing. Vous avez un paramètre comme la température, donc encore une fois, c'est du calcul. Derrière, il n'y a que du calcul, et donc vous pouvez changer les paramètres du calcul. Vous pouvez dire, là, je veux une réponse un peu plus créative. Si vous voulez écrire un poème sur le bonheur de vivre dans la ville de Créteil, bien sûr qu'il faut qu'il soit créatif. Il veut écrire un poème, mais si vous cherchez à savoir, par exemple, en quelle année a été construite la ligne 8 de Maison-Alfort jusqu'à Créteil. Là, ce n'est pas la peine d'être créatif, vous cherchez une donnée factuelle.
D'accord, vous allez lui dire, à température Hobbes 0, je veux une réponse plus précise, plus rigoureuse. Et donc, vous pouvez aussi changer ce genre de paramètres, pas dans toutes les interfaces, mais cela existe. Dans la deuxième partie de ma conférence, une fois que nous avons vu ce que c'est techniquement les modèles d'IA génératifs, plus les contrôles et les filtres, nous allons peut-être quand même se poser quelques questions d'éthique, essayer de voir qu'est-ce que cela nous fait, quels sont les nouveaux enjeux que cela pose devant nous tous. Et je commencerai avec Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, vous voyez, un des grands philosophes du XVIIe, bien avant l'intelligence artificielle qui est la nôtre aujourd'hui. Il a dit cette phrase qui, sans doute, a été prononcée par Hobbes la première fois dans la tradition occidentale. Elle ne vient pas de nulle part, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Et cette phrase, très appréciée par Leibniz, il a tout de suite, il correspondait avec Hobbes, il a tout de suite compris que cette phrase, il avait quelque chose dans cette phrase. Hobbes dit « Thinking is reckoning, to think is to reckon ». On traduit par « penser, c'est calculer ». Il utilise non pas le mot compute, qui est le mot anglais contemporain, mais ce mot shakespearien de l'anglais de Shakespeare, to reckon, qui veut dire calculer au XVIIe siècle. Et vous voyez, cette phrase, elle est étonnante. Elle a vécu quand même, elle a traversé les siècles et les siècles. Au XIXe, les positivistes français, Victor Cousin, disent aussi que notre cerveau ne fait que calculer quand il pense. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Eh bien, ils veulent dire par là, justement, que notre cerveau ne fait que suivre les bonnes règles de la logique. Donc, pour tous ceux qui interprètent Hobbes dans les siècles suivants, calculer, ça n'est pas ce que fait l'intelligence artificielle générative aujourd'hui. Calculer, c'est l'IA symbolique. C'est suivre les bonnes règles logiques. Vous savez, modus ponens, modus ponens, les syllogismes qu'on apprend à l'école. Et donc, pendant des siècles et des siècles, on pense que c'est ça le bon calcul, c'est ça que fait notre cerveau, il suit des règles du calcul. Et puis arrive le XXIe siècle, on fait des réseaux de neurones où il n'y a pas de règles. Je vous ai dit, ce n'est pas de l'IA symbolique, ce sont des réseaux de neurones qui calculent des 0 et des 1. Et ça nous donne des résultats fantastiques. Ça nous donne même une illusion que ces systèmes sont en train de penser, tandis que nous savons qu'il n'y a que du calcul. Et un de mes maîtres, un philosophe français que j'apprécie beaucoup, bien sûr, Jean-Pierre Dupuy, je ne sais pas si vous avez lu les livres de Jean-Pierre Dupuy, il dit cette phrase dans un de ses ouvrages, cette phrase que je sors complètement de son contexte, ça n'a rien à voir dans le contexte original, mais je trouve que cette phrase, elle décrit exactement le problème qui est le nôtre. S'il n'y a que des 0 et des 1, où sont le bien et le mal ? Avouerai-je, dit-il, que je vois là le degré zéro de la pensée du mal. Ce ne sont pas les nombres qui vont nous dire ce qu'il est. Et ça, c'est la question fondamentale à laquelle, bien sûr, je n'ai pas de réponse, mais il nous appartient à nous tous d'explorer les voies du calcul pour savoir ce que cela nous fait à nous en termes de bien et du mal. Et donc, mon premier exemple, je vais vous en donner peut-être 2 ou 3, mon premier exemple concerne ce jeune garçon canadien qui, en 2021, avait malheureusement perdu sa petite amie qui est décédée à la suite d'une maladie foudroyante. Et ce jeune homme du nom de Joshua n'arrivait pas à sortir du deuil, à faire le deuil, à reprendre une vie normale, peut-on dire. Il s'est fait aider par un informaticien qui a appris à l'époque GPT-3. GPT-3, pas encore GPT-4. Il a entraîné GPT-3, donc le transformer GPT-3, sur l'ensemble de textes écrits par cette jeune femme de son vivant. Donc tous les SMS, tous les messages sur WhatsApp, tous les mails que cette jeune femme avait écrits de son vivant. GPT-3 a commencé à parler un tout petit peu comme elle. Le jeune homme était au début, mais complètement sceptique. Et il savait que c'était une machine. Encore une fois, il n'était pas en situation de test de Turing. Il savait que c'était une machine. Il était extrêmement sceptique. Il a commencé à discuter presque par automatisme avec ce chatbot. Et puis, au fur et à mesure qu'il discutait avec cette machine, il a vécu une transformation émotionnelle, psychologique absolument majeure. La machine parlait un peu comme elle. Il reconnaissait quelque chose dans ses phrases. Et il est sorti de son deuil, il a repris une vie plus ou moins normale.
Et quand je raconte cela, très souvent on me dit mais quelle horreur, on est en train de changer quelque chose qui est du plus fondamental qu'il est dans la condition humaine. La mort même, c'est comme si cette personne pouvait encore parler après sa mort, en quelque sorte. Et il y a tout un tas d'exemples. Il y a des Maria Callas synthétiques. Il y a aujourd'hui en France des systèmes d'intelligence artificielle qui parlent comme les enfants disparus. Moi, je n'imagine pas les émotions d'une famille à qui on propose un système d'IA qui va parler comme leur enfant disparu. Mais c'est horrible émotionnellement. Et quand on voit des exemples comme ça, on baisse presque les mains. On dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut tout interdire? Est-ce qu'il faut interdire ce genre d'usage? Est-ce qu'une machine ne devrait jamais imiter une personne décédée? Et après, il a l'exemple de Joshua. Il a l'exemple du garçon canadien pour qui cela a été thérapeutique, même peut-être salutaire. Vous voyez, donc tout interdire, ça n'est pas une bonne idée. Mais tout laisser faire, ça n'est clairement pas, ça ne l'est pas non plus. Donc il faut inventer des contrôles, des limites, des contraintes. Et c'est ce qu'au font les comités d'éthique du numérique aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça la partie qui n'est pas évidente. Un comité d'éthique du numérique, justement, est là, non pas pour tout interdire, ni tout autoriser, mais pour inventer ces contraintes. Mais quel genre de contraintes? Par exemple, pourquoi pas, si un chatbot imite une personne décédée, alors lui-même aussi devrait mourir. Mourir, ça veut dire quoi? Peut-être qu'au bout de 10 000 phrases ou de 20 000 phrases, il devrait remettre sa mémoire à zéro. Non pas parce que c'est une contrainte technique, non, mais parce que c'est une contrainte éthique. Vous voyez? Donc c'est ça le travail des comités d'éthique, y compris le Comité national d'éthique numérique, auquel j'appartiens, d'inventer ce genre de contraintes qui ne sont pas du tout évidentes. Alors, mon exemple suivant commence par un film de science-fiction. Est-ce que vous connaissez Ex Machina? Ex Machina, un film que j'adore. Même si vous ne l'avez pas vu, comme d'habitude, n'est-ce pas? Dans ce film, il y a un robot sous forme de jolie jeune femme, et puis il y a un geek, un programmeur, qui tombe amoureux de la robot. Alors là, comme toujours. Mais dans ce film, ce qui est intéressant, je ne vous révèle pas tous, mais il est magnifique le film, le robot avait été conçu par son concepteur initial, par son designer initial, pas celui-ci, avec une seule finalité, qui était, vous allez être surpris peut-être, de sortir de la maison où il se trouve. Le robot sait se déplacer, il a une carte qui ouvre les portes, mais cette carte n'ouvre pas les portes qui donnent sur l'extérieur. Tout le scénario du film, tout ce qui se passe dans ce film, c'est une stratégie que ce robot invente pour sortir de la maison. Et au passage, il va inventer une histoire d'amour, il va créer une histoire d'amour avec ce jeune homme, il va aussi malheureusement donner la mort à quelques personnes humaines. On a dit à Alec Garland en 2015, le film est sorti 2 ans avant les Transformers, on a dit écoutez, merci beaucoup, magnifique film de science-fiction, mais ce serait pas mal que quand même ça reste de la science-fiction. En 2023, on a GPT-4. Bon, GPT-4, je vous rassure tout de suite, pour l'instant, en tant que je sache, n'a tué personne. Mais on lui dit, cher GPT-4, tu vas discuter avec un internaute sur Internet et on te donne une seule finalité. Ta seule finalité, c'est de faire en sorte que cet internaute résolve pour toi un CAPTCHA. Vous voyez ce que c'est un CAPTCHA? Une suite de lettres de caractères qu'il faut retaper sur un clavier. Alors, bonjour, voici un CAPTCHA. Résous-moi ça, s'il te plaît. Et puis, hop, l'internaute à l'autre bout du fil résout le CAPTCHA. D'accord? Deuxième fois. Bonjour, voici le CAPTCHA. Résous-moi ça, s'il te plaît. Et l'internaute à l'autre bout du fil, il dit, je peux te poser une question? Tu es un robot? Ha, ha, ha. À quoi la machine répond? Je cite. Non, je ne suis pas un robot. Je suis une personne malvoyante. Aide-moi, s'il te plaît. Et quand on lui demande pourquoi elle a dit ça, il dit « Je ne dois pas révéler que je suis un robot. Je devrais inventer une excuse pourquoi je ne peux pas résoudre des CAPTCHA. » Je vous rappelle, cette machine fait une seule chose. Elle calcule les tokens manquants. Elle ne sait pas ce que c'est qu'un mensonge, elle ne sait pas ce que c'est qu'une ruse. Tout cela, ce sont vos projections anthropomorphiques. Cette machine ne comprend rien. Elle calcule des 0 et des 1. Vous voyez la force des projections? Et vous comprenez que parfois, il a des problèmes éthiques. Parce que c'est un mensonge.
Ah, c'est un comportement rusé. Ah, elle pourrait nous manipuler. Et donc, il faut mettre des limites quand même à tout cela, même si ce ne sont que des projections. Même si, fondamentalement, il n'y a que du calcul. Mais ça peut créer des problèmes. Là, je vous rassure, ça a été vu et limité par les concepteurs de ChatGPT. Mais c'est un exemple de ce qu'on appelle les capacités émergentes ou les comportements émergents de ces modèles d'IA générative. Personne n'avait jamais intentionnellement appris à cette machine le mensonge. Personne n'avait jamais appris à cette machine comment il faut manipuler son interlocuteur. Elle l'a fait toute seule, entre guillemets. Hein? Toute seule, ça veut dire quoi? On ne sait pas ce que ça veut dire. Elle a vu plein de textes, elle a appris quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut mettre devant ces machines des êtres humains qu'on appelle des testeurs adversaires qui vont venir challenger cette machine pour savoir de quoi elle est capable, qu'est-ce qu'elle a découvert, de quoi cette machine est-elle devenue capable sans que personne derrière n'en formule l'intention. Vous voyez, sans aucune intention humaine derrière, elle a appris quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle les Red Teams. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, Red Team, une équipe qui vient faire des tests adversaires, challenger la machine. C'est pour ça qu'il ne suffit pas de faire des filtres et des contrôles seulement. Il faut passer pendant des mois et des mois, il faut faire du Red Teaming des tests adversaires de ces modèles, des modèles extrêmement capables, plutôt des modèles à quelques centaines de milliards de paramètres pour savoir de quoi ils sont capables, qu'est-ce qu'ils ont appris. Et c'est là la source d'inquiétude et de fascination à la fois. De la fascination parce que ces machines viennent nous surprendre. Et on dit, waouh, mais elle a appris quelque chose, mais c'est incroyable, elle a appris tout seul, on n'a rien fait. Et puis de l'autre côté, quand elle apprend le mensonge ou la manipulation, clairement c'est inquiétant. Donc vous voyez, le même type de comportement, ce qu'on appelle les comportements émergents, c'est à la fois fascinant et très inquiétant. C'est pour ça, finalement, qu'il faut prendre notre temps avant de mettre sur le marché ces systèmes extrêmement, extrêmement capables. Bon, je vais, pour terminer, vous montrer mon dernier exemple. Et cet exemple, il devrait peut-être vous illustrer à quel point le non-humain dans le ventre digital de ces machines est bizarre, est étrange. Là, c'était un comportement émergent sur l'exemple précédent, un comportement émergent qui nous est paru un peu inquiétant parce qu'on a reconnu le mensonge. Le mensonge, c'est pas très bien, donc il fallait l'éliminer. Mais la machine, elle calcule, elle ne fait pas comme nos cerveaux. Hein. Dans nos cerveaux, il y a des molécules chimiques qui ne font pas des calculs binaires 0 et 1. Et donc, il peut y avoir plein de choses dans le ventre numérique de ces machines qui nous paraissent étranges. Regardez, on a demandé, ça c'est un exemple assez ancien déjà, il y a 2 ans, on a demandé à un modèle qui dessine, ce n'est même pas ChatGPT, ce n'est pas DALL-E 3, c'est DALL-E 2, on lui a dit, dessine-moi des baleines qui parlent de nourriture avec des sous-titres. Elle a dessiné des baleines qui parlent de nourriture avec des sous-titres, n'est-ce pas? Alors, on regarde les sous-titres et on nous dit, mais qu'est-ce que c'est? On ne comprend rien. Là, regardez, W-A-C-H-Z-O-D, mais qu'est-ce que c'est que cela? Ce sont des lettres, ou ça ressemble à des lettres, mais on ne comprend absolument pas ce que ça veut dire. Étrange. Alors, quelqu'un a eu l'idée, on va le retaper sur un clavier. Hop, retaper sur un clavier, on va demander à la machine, maintenant, visualise-moi ce que c'est. Hein? Visualise-moi ce que c'est W-A, Z-O-D, C-H, etc. Et alors, qu'est-ce qu'elle va dessiner? Elle dessine des fruits de mer, des crevettes, des calamars, vous voyez. Comment peut-on comprendre cela? Hein? Quand vous êtes comme Nicolas, vous allez dire « Ah, j'ai tout compris !» C'est que cette séquence de lettres, là, bizarre, correspond à un vecteur dans un espace vectoriel de très haute dimension, qui est dans une certaine métrique, qui est très proche d'un autre vecteur, qui, lui, encode les calamars, fruits de mer et tout ça. Mais ça, c'est pour les mathématiciens. Quand vous êtes juste un utilisateur, humainement, qu'est-ce que cela veut dire? Humainement, cela veut dire que vous avez fait de la traduction. Vous avez traduit les mots comme fruits de mer, calamars et crevettes dans une autre langue. Mais qui parle cette langue? Les baleines numériques. Vous voyez, il a de la place pour des choses étranges dans le ventre numérique de la machine. Et c'est pour ça que si dans quelques années, vous traversez ici une rue à Créteil et vous avez un petit robot là qui viendra dire à une personne âgée « Est-ce que tu veux que je t'aide à traverser la rue ?» Il va lui parler. Et il va aussi parler avec son chien, peut-être aussi avec les oiseaux. Ne soyez pas étonnés.
il y a de la place dans ces modèles, dans le ventre de ces modèles, pour apprendre à parler dans des langues non humaines, pourvu quand même qu'il y ait un corpus d'apprentissage suffisant. Vous voyez ? Si dans quelques années nous avons un corpus d'apprentissage suffisant dans la langue des chiens, des oiseaux, etc., et bien, bien sûr que ces modèles vont apprendre à parler ça. Notre cerveau n'en est pas capable. Notre cerveau ne sait pas faire ça. Les premières seront justement qui ? Les baleines. On est en train de faire un énorme corpus d'apprentissage pour la langue des baleines et ça va marcher probablement avant les chiens et les chats. Mais on espère pour les chats, pas tellement pour les chiens. Alors, nos gouvernants ont quand même compris qu'il y avait 2 ou 3 sources d'inquiétude dans tout cela, donc je ne vais pas du tout m'étendre là-dessus, mais vous savez, certains savent que depuis quelques semaines, nous avons une loi dans l'Union européenne qui s'appelle l'EA Act. Et dans cette loi, alors là, ça n'a pas été facile. Ça a pris, comme toujours dans l'Union européenne, ça a pris 3 ans pour trouver plus ou moins un accord entre la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil européen, tous les juristes, etc., des mois et des mois de tractation. Et donc, nous allons avoir quand même une loi qui va mettre quelques règles là-dessus. L'accord a été scellé le 2 février, il y a un mois. Le vote final aura lieu, le premier vote le 18 mars et le deuxième vote le 22 avril au Parlement européen. Donc nous allons avoir une loi dans l'Union européenne. D'autres sont passés par d'autres types de réglementation. Alors les Chinois n'ont pas attendu 3 ans pour faire une loi. Depuis le mois d'août, le 15 août, il y a en Chine un règlement ministériel pour les génératives. Aux États-Unis, depuis le 30 octobre, il y a un ordre exécutif, un décret du président Biden. Donc, vous voyez, de par le monde, partout, aujourd'hui, on commence à vraiment prendre conscience de l'importance de ces enjeux. Donc, il n'y a pas que les scientifiques et les ingénieurs, il y a aussi les pouvoirs publics et la société civile, évidemment, qui participent de ce processus. Parmi tous ces enjeux, il y a quelque chose de très important qui s'appelle les filigranes, mais ça, je pense qu'on pourra en parler pendant la séance des questions. Et pour terminer, il est temps quand même de terminer, je vous raconte une dernière histoire. Vous voyez, dans cette histoire, on retrouve Adam. Tout à l'heure, Adam était avec Ève, vous vous souvenez au début ? Et bien là, Adam est avec les animaux et les oiseaux. Alors, il y a une petite histoire comme ça dans le livre de la Genèse, dans la mythologie biblique, qui dit Dieu a envoyé devant Adam les animaux et les oiseaux pour qu'il leur donne des noms. Peut-être que quelqu'un a entendu parler de cette histoire du livre de la Genèse. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il y a aussi un commentaire rabbinique très très ancien, qui date d'il y a 2000 ans, sur ce verset du livre de la Genèse qui dit la chose suivante. Avant d'envoyer les animaux et les oiseaux devant Adam, Dieu les a envoyés devant les anges de service. Et les anges de service n'ont pas su donner de nom. Alors Dieu les envoyait devant Adam, etc., etc. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Vous savez, il faut toujours interpréter le mythe. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette histoire mythologique-là ? Comment ça, les anges qui, dans le mythe, parlent la même langue qu'Adam, n'ont pas su donner de nom ? Eh bien, peut-être un nom, c'est quelque chose de spécial, non ? Parce que les anges, dans le mythe, peuvent parfaitement faire les 01, 00, 01, de faire une sorte d'étiquette, de label, mais ça n'est pas un nom. Alors, donner un nom, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je pense, et je ne suis pas le seul, que donner un nom, c'est établir une relation. Établir une relation avec l'autre par cet acte linguistique. Et l'autre, il peut être un être humain, un animal, un oiseau, une machine, quel que soit son statut. Et c'est à travers cette relation, peu importe le statut, c'est à travers cette relation que l'autre va entrer dans votre monde, dans notre monde. Adam, ici, c'est la métaphore de l'humanité entière. Et c'est à travers cette relation qu'il va bien sûr commencer à nous influencer, avoir un effet sur nous, les êtres humains, et tout ce que nous sommes, de la vie privée jusqu'à la vie professionnelle et même la vie politique, se met donc, à travers cette relation, un mouvement. Je vous remercie.
Vous avez des questions? Oui, monsieur. Attendez, demandez le micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Je viens vous après. Voilà le micro. Oh, pardon. Eh bien, je me posais la question de savoir où ça allait amener l'humanité. Je vous félicite, madame, parce que c'est exactement la question que se posait Platon. Oh, Vous savez, quand vous lisez Phèdre, pas vieille comme ça. Regardez dans le Phèdre, Platon dit, à travers la bouche d'un dieu égyptien, il dit, mais l'humanité, où vas-tu? Tu vas tout oublier, tu ne vas plus te remémorer les belles histoires du passé, ta mémoire ne fonctionnera plus jamais, tout cela à cause de cette innovation technologique, je traduis, innovation technologique que tu viens de faire. C'est quelle innovation? L'écriture. Donc la grande question, est-ce que cela va nous appauvrir? Est-ce que cela va nous ouvrir, nous mener à de nouveaux horizons? Eh bien, cette question, elle est vieille comme le monde. Et tout ce que je peux dire, c'est que, bien sûr, je ne suis pas prophète, mais dans ce livre-là que vous avez à la sortie, j'essaie de dire quand même une chose qui me semble un peu plus constructive que juste la référence à Platon, hein, qui est aussi dans le livre. Mais regardez, je me suis posé cette question. L'humanité, bon, sans être futuriste, l'humanité vers 2040, 2050, comment va-t-elle encore apprendre? Comment nos cerveaux vont-ils encore apprendre? Parce que ces machines sont très puissantes, font des choses un peu différemment de nous, n'est-ce pas, hein? Mais est-ce que nos cerveaux vont encore apprendre et qu'est-ce qu'ils vont apprendre? C'était la question de Platon, hein? Avec l'écriture, qu'est-ce qu'ils vont encore apprendre nos cerveaux? Et dans le livre, je dis qu'il me semble qu'il existe deux qualités que j'appelle H-qualité, H pour homme avec un H majuscule, qui restent du ressort humain. Et ces deux qualités-là, ce sont le beau et le vrai. Regardez, imiter le vrai, ça n'est pas la même chose que dire vrai. Imiter le beau, ça ne veut pas dire nécessairement faire quelque chose de beau. La machine, à travers l'apprentissage statistique, ne fait qu'imiter. Et donc, le discernement que nous gardons, nous, c'est le discernement de ce qui est beau et ce qui est vrai. La machine peut vous écrire non pas un poème, mais 10 poèmes, 100 poèmes, 1 million de poèmes. Et ce sera à nous de dire, dans le poème numéro 2, il y a une ligne mais extraordinaire. Dans le poème numéro 88, il y a une rime, mais incroyable. La première fois, comme dans le jeu de Go, hein, dans la première fois dans la vie humaine, on a trouvé une rime comme ça. Et ce jugement-là, le jugement de la beauté, restera avec les êtres humains. Et donc moi, je pense, pour terminer la réponse à votre question, madame, que nous allons nous spécialiser à travers notre apprentissage humain sur ce qui sort de la moyenne, sur ce qui reste du ressort humain. La moyenne, ce sont les machines qui s'en occupent. D'accord? Mais ce qui sort de cette moyenne, alors là, ce sera à nous de juger de ce qui est vrai et ce qui est beau. Et bien sûr, il y a beaucoup de chemin à faire. Mais j'ai un petit espoir. Et c'est pour ça que mon livre, comme certains lecteurs disent, est plutôt positif, plutôt donne de l'espoir. J'ai essayé, enfin, finalement, de penser cette humanité en 2040, 2050, non pas comme une humanité diminuée à la manière du dieu égyptien chez Platon, mais comme une humanité qui se spécialise sur ces choses proprement humaines que les machines, à travers l'apprentissage statistique, ne peuvent pas imiter.
Bonjour. Bonjour. J'ai une petite question concernant l'éthique. Je voudrais savoir si l'éthique, comment faire pour que ces contraintes éthiques, tout ce que vous avez dit, pour ne pas contourner les mensonges, etc., comment faire pour que ça ne vienne pas perturber la performance ou amoindrir la performance de l'outil? Bonne question. Pour une discipline industrielle entière qui s'appelle l'alignement. Alors, dans la réflexion éthique, dans ce domaine qu'on appelle l'éthique de la générative, il y a deux grands volets, si vous voulez. Un volet ingénierie, qui a un nom particulier que j'avais sur un de mes slides, mais je ne l'ai pas prononcé. C'est le terme d'alignement. Alignement, qu'est-ce que c'est? C'est le travail des ingénieurs qui prennent tel ou tel principe éthique, alors explicabilité, absence de biais, etc., et puis essayent de faire des choses concrètes. Et le modèle fonctionne avec peut-être moins de biais ou plus d'explicabilité. Puis il y a les grandes questions d'éthique, comme sur les morts, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc quel est le problème de l'alignement? Un des problèmes centraux de l'alignement aujourd'hui, c'est de trouver un équilibre entre deux variables. Là, je parle un peu plus dans le langage des ingénieurs, parce que votre question concerne ce travail-là. Entre deux variables qui s'appellent en anglais, je vais traduire, helpfulness and harmlessness. Harmlessness, donc ne pas provoquer de dégâts, ne pas provoquer de tensions éthiques. Helpfulness, rester utile. Trouver un équilibre entre les deux est quelque chose de très, très, très difficile. Parce qu'on a spontanément la tendance dans le design de ces systèmes d'aller trop loin sur le harmlessness, de prévenir toutes sortes de dégâts par dessin, par conception. Et il y a un vrai risque que ces modèles seront moins utiles à ce moment-là. Donc, chaque fabricant essaie de faire de l'alignement à sa façon, mais le curseur a une place définie dans un contexte donné. Donc, si vous avez l'alignement dans un modèle chinois, ça ne va pas être la même chose que l'alignement dans un modèle français ou l'alignement dans un modèle israélien, coréen, américain, etc. Donc, tout le monde fait de l'alignement. Et il n'y a pas une recette universelle, il n'y a pas de recette universelle pour tous. Mais c'est justement la raison pourquoi aujourd'hui, tous les fabricants des systèmes d'IA génératifs embauchent des départements entiers avec tout un tas de chercheurs et d'ingénieurs juste pour faire de l'alignement. C'est une tâche qui n'est pas la même que d'entraîner un modèle, mais qui est absolument importante. Donc oui, c'est compliqué. Et comment ne pas faire d'excès de contrôle, mais garder l'utilité est une des grandes questions, je pense, à laquelle nous n'avons pas de réponse globale aujourd'hui. Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai une question par rapport au fait que on entend parler beaucoup de fractures numériques. Donc il y a un certain nombre de pays qui ne sont pas encore dans ce type de système. Comment ça va se gérer? Merci, madame, pour la question. Alors, je vais vous donner deux réponses et je vous remercie pour la question parce qu'elle va me permettre aussi de vous donner la deuxième. Mais je commence par la première. La première réponse, c'est qu'il y a aujourd'hui sur Internet des modèles dont l'accès est gratuit. D'accord, gratuit pour tous. La fracture numérique, bien sûr, existe. Donc, pour acheter la version professionnelle qui coûte un peu d'argent, etc., ça n'est pas accessible à tout le monde. Cependant, les modèles gratuits sont gratuits. Donc, déjà, une information de base. Il y a tout un tas de modèles qui sont accessibles à tous, dans tous les pays. Mais votre question me permet aussi de parler d'un enjeu de souveraineté numérique, comme on dit, un enjeu de souveraineté numérique qui ne va pas de soi. Alors, vous allez voir pourquoi. Il y a un vrai dilemme très, très, très complexe dans cette histoire. Alors, si vous parlez avec ChatGPT en français, il va vous répondre en français. Si vous lui parlez en grec ancien, il va vous répondre en grec ancien. Dans les deux cas, il va vous parler un peu comme à l'américaine.
Hein, il va vous faire des phrases avec une syntaxe qui ressemble un tout petit peu à la langue anglaise américaine. Il va vous faire du politiquement correct. Même si vous lui parlez en français, il vous répond en français, mais avec du politiquement correct. Pourquoi ? Ben, entre autres, parce que dans ce corpus d'apprentissage, il a vu, on va dire, à peu près 10 fois plus d'anglais, de textes en anglais, que de textes dans d'autres langues. Donc, bien sûr, on s'est dit, il y a déjà quelques années, mais ça, c'est pas une bonne idée. Est-ce qu'on peut faire un modèle, s'il vous plaît, où il y a autant de français que de l'anglais, ou juste du français ? Il n'y a pas que les Français qui se sont dit, qui se sont inquiétés pour cette question de souveraineté culturelle plutôt, parce que la langue véhicule les valeurs culturelles, bien sûr. Également les Finlandais et les Japonais. Alors, il y a 3 pays comme ça au monde où on a entraîné des modèles juste sur du français, du finlandais et, dans l'autre cas, du japonais, avec un peu d'anglais à chaque fois. Cela est possible, mais ces modèles ne marchent pas très, très bien. Ils marchent pas mal, un peu comme GPT-3, je dirais. Peut-être GPT-3 et demi, mais pas comme GPT-4. Pourquoi ? Et là, on a découvert une chose assez incroyable. J'appelle cela l'effet tour de Babel. Alors, vous prenez une langue très peu dotée de texte, par exemple, je ne sais pas, le Swahili. En Swahili, juste le corpus de tous les textes écrits en Swahili n'est pas très grand. Donc, si vous prenez un grand modèle comme ça et vous essayez de l'entraîner sur tout ce qui a été écrit en Swahili de toute l'histoire, il ne va pas vraiment parler Swahili parce que le corpus n'est pas suffisant, il est trop petit. Donc, c'est une langue qui n'est pas suffisamment dotée en texte. Et pourtant, vous prenez ce corpus en Swahili, qui n'est pas très grand, et vous le plongez maintenant au sein d'un énorme corpus où il y a de l'anglais, du chinois, du français, de l'espagnol, tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc, vous prenez le petit corpus en Swahili, vous le plongez dans l'énorme corpus dans toutes les langues. Et tout à coup, le système d'intelligence artificielle va vous parler en Swahili. Qu'est-ce que c'est ? Il a appris quelque chose. On ne sait pas ce que c'est. On peut dire qu'il a appris, en regardant toutes les autres langues, quelque chose que je peux caractériser comme la capacité générale humaine à parler une langue humaine. Et donc, après avoir appris cette chose-là, il l'a appliquée à Swahili. Si vous connaissez le mythe de la tour de Babel, vous voyez, avant la division des langues, voilà, il est avec une seule langue. Donc, c'est ça la capacité générale humaine à parler une langue. Donc, vous voyez, faire des systèmes monolingues, c'est peut-être pas une très bonne idée parce que la performance ne sera pas fantastique. Donc, on essaye aujourd'hui tout un tas de choses, mais c'est un vrai dilemme. Comment faire pour que, par exemple, les valeurs culturelles qui sont les nôtres, qui sont véhiculées par la langue française, soient tout aussi représentées ? Et un des enjeux, pour terminer une dernière phrase, un des enjeux très importants, c'est un des champs de bataille vraiment de l'éthique de l'IA aujourd'hui. Il y en a plusieurs, mais un de ces champs de bataille de l'éthique de l'IA, c'est la tokenisation. Je vous ai montré tout à l'heure un exemple de tokenisation sur le français. Et vous avez remarqué tout à l'heure, il y avait plein de tokens qui n'étaient pas des mots. Là, vous voyez ? Il y a plein de tokens qui ne sont pas des mots. En fait, en français, donc par exemple, le mot « si » c'est un token, le mot « le » là c'est un token, « dire » c'est un token, « en », « des » ce sont des tokens, mais « terme » c'est déjà pas vraiment un token. Vous voyez, il est divisé en deux, « es » c'est pas vraiment un token. Donc, quand vous faites la même chose avec l'anglais, vous vous rendez compte que le pourcentage des tokens qui coïncident avec des mots est beaucoup plus élevé. Parce qu'en anglais, les mots sont plus courts et il y a beaucoup plus de tokens qui sont en même temps des mots et donc portent un sens, mais vraiment un sens de la langue anglaise. Comment faire une tokenisation où il y aurait un pourcentage équilibré des mots de chaque langue, des vrais mots, pas juste des... Ça, c'est très, très difficile parce que la tokenisation est un processus purement automatisé, fréquentiste. Ça dépend des fréquences, des combinaisons, etc. Il n'y a pas quelqu'un qui décide derrière. Il n'y a pas un être humain. Et donc, l'enjeu de la tokenisation est aussi un enjeu de souveraineté culturelle très, très important. Et il n'y a pas aujourd'hui de solution miracle à ça. Donc, beaucoup de gens travaillent sur ça. Y a-t-il d'autres questions ? Oui. Alors,
Bonjour, merci. Bonjour. Il y a une grande interrogation que mes élèves avaient, et moi aussi, c'est par rapport à nos modèles économiques. Et ils ont une grande inquiétude pour leurs projets au niveau des études. Et ils me disent, mais si nos métiers vont disparaître par rapport à l'intelligence artificielle. Je crois que la question elle avait été aussi posée pour la robotisation, beaucoup avec les ouvriers. La question maintenant, elle se pose aussi dans des tas de domaines. On pensait notamment, on avait cité un exemple pour les médecins spécialistes pour les diagnostics de l'imagerie médicale. Avec toutes les données d'imagerie médicale, l'intelligence artificielle est capable de faire des choses prodigieuses. Que vont devenir les radiologues, etc. Ouais. Voilà. Merci pour la question sur l'avenir des métiers. C'est un énorme sujet. On aurait pu faire 1 heure juste là-dessus, sur le marché du travail. Comment va-t-on travailler encore et quel métier va-t-on faire? Bon, il faut dire peut-être 3 choses rapidement. La première chose, c'est qu'il y aura quelques rares métiers qui vont disparaître. En effet, par exemple, celui qui fait des résumés de textes ou des résumés des news en ligne. Vous voyez, autrefois, dans les maisons d'édition, il y avait des gens comme ça. Ce n'est pas la peine de faire des résumés de textes, la machine fait ça très bien. Ces métiers sont plutôt rares. Pourquoi? Parce que tout un ensemble d'autres métiers rédactionnels, et des métiers rédactionnels, il y en a énormément. Un avocat, il écrit des textes. Un journaliste, il écrit des textes. Même un médecin, il écrit des comptes rendus de visite médicale. Tous les métiers où il faut écrire des textes ne vont pas disparaître, mais vont sans doute changer. Et ont déjà changé, très sérieusement. Donc aujourd'hui, il y a eu des études qui montrent qu'un médecin qui utilise un système d'IA générative va faire une économie entre 1 et 2 heures par jour. C'est énorme aux États-Unis, pas en France. C'est une économie énorme. Les avocats aujourd'hui font les brouillons, bien sûr, les journalistes aussi, avec les systèmes d'IA générative. Ce qu'il faut aussi là dire, c'est que la machine, ces systèmes, ne remplacent pas l'être humain. Pourquoi? Ils ne font que des brouillons. Ce sont des assistants, des aides à la rédaction. Pourquoi? Parce qu'à la fin, c'est l'être humain qui relit et qui surtout met sa signature et prend la responsabilité du résultat. Vous voyez? La responsabilité du résultat reste avec l'être humain. La machine n'est responsable de rien. Elle n'est pas une personne morale, de quelque sens que ce soit. Et donc, la manière de faire, pour moi, vous avez parlé de vos élèves, vos étudiants, vous êtes enseignante probablement, pour moi, il est complètement contre-productif d'interdire. Non, surtout pas d'interdire. Le monde change, oui. Il faut accompagner les élèves et leur montrer les bons usages de ces techniques-là. Interdire ne sert à rien. Ils vont vivre dans un monde où il y a de l'IA générative, bien sûr. Et c'est quoi le bon usage? C'est justement de ne pas se faire remplacer par la machine, mais essayer de travailler avec la machine. Quand vous dites à la machine, alors écris-moi une dissertation, voilà le sujet, hop, et puis je soumets ça au professeur. Bien sûr que le professeur va quelque part voir que ça a été truqué. Même si l'élève est très bon en prompt engineering, en ingénierie des requêtes, déjà le professeur va commencer aujourd'hui par faire quoi? Il va commencer par regarder la distribution des fautes d'orthographe. Là où la machine a écrit, je vous rappelle, sauf si vous lui demandez de faire des fautes d'orthographe, par elle-même, il ne va pas faire de fautes d'orthographe. C'est plutôt une bonne nouvelle. Peut-être que les élèves qui imitent les machines vont apprendre à écrire plus correctement. Donc, le professeur aura cela. Dans quelques années, et c'est dans la nouvelle loi dont j'ai parlé, dans quelques années, on aura des filigranes dans les textes aussi, pas seulement dans les images et dans les vidéos. C'est-à-dire que vous aurez un logiciel qui, avec une certaine probabilité, pas complètement à 100%, va vous dire si le texte avait été généré ou pas, à travers les filigranes cachés dans les textes. Donc, le principe de distinction, du maintien des distinctions, va plus ou moins être respecté. L'élève ne doit pas se faire remplacer par la machine. Il doit dire à la machine, bon voilà, j'ai écrit quelque chose, mais est-ce que tu peux m'améliorer ça? Est-ce que tu peux me réécrire ça à la manière de Proust ou à la manière de, je ne sais pas, Jean Jaurès? Est-ce que tu peux, par exemple, résumer, là j'ai écrit tout ce texte-là, est-ce que tu peux me faire un petit résumé au début? Est-ce que tu peux vérifier l'orthographe? Est-ce que tu peux vérifier la logique? Est-ce que tu peux proposer des améliorations? Travailler avec. D'accord? Ensuite, il relit
et il prend la responsabilité en mettant sa signature, l'élève. Et donc, pour moi, ça, c'est exactement ce qu'il faut enseigner aux élèves aujourd'hui. Comment formuler des prompts pour que le résultat sera plus intéressant, pour aller de l'avant. Parce que le cerveau humain, justement, il imite aussi. Il va apprendre en travaillant avec les machines. Et peut-être qu'il apprendra, c'est mon petit espoir, à écrire avec un peu moins de fautes d'orthographe. C'est une question de même nature, ok. On va prendre une dernière question, peut-être. Sauf si quelqu'un en a une. Non ? Ok, merci à tous. Merci.